Rue de la République reçoit aujourd'hui le député de la France Insoumise de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour Hendrik Davy. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Je suis aux côtés de Léo Purguette pour vous recevoir dans cette émission. Bonjour. Léo. Vous publiez un manifeste pour une justice sociale et écologique, un livre, autrement dit, vous êtes universitaire de formation, qui s'intitule « Le capital, c'est nous ». Je le montre pour ceux qui regardent l'émission. Vous êtes directeur de recherche, faut d'abord le dire. Vous étiez, parce que maintenant vous êtes un vrai politique, pas un politicien, vous noterez la nuance. Est-ce que ça veut dire que, parce que le sous-titre est très clair, c'est un manifeste pour une justice sociale et écologique, qu'aujourd'hui, la politique doit essentiellement être écologique et ce qui va faire finalement différencier les choix qu'on va faire dans l'avenir? Alors, je pense que non, dans le livre, c'est vraiment équilibré. C'est-à-dire que je pense qu'on vit un moment de crise grave, à la fois de crise sociale, parce que les injustices n'ont jamais été aussi fortes, les inégalités n'ont jamais été aussi criantes, je pense, dans notre société. Et en même temps, on est face à un mur, et c'est un mur écologique. Et effectivement, en tant que chercheur, j'ai pu travailler sur ces questions-là depuis 2004, puisque j'ai eu une thèse en 2004 sur l'effet des changements climatiques sur les forêts. Et pour moi, il y a une impossibilité à continuer dans cette direction. Et c'est quoi cette direction? C'est ce que j'explique dans une grande partie de la première partie du livre. C'est qu'on est dans une société où, en gros, le mantra, c'est travailler plus, vous vous souvenez de ça, pour gagner plus, pour consommer plus, Sarkozy, pour consommer plus, et à la fin pour polluer plus. Tout ça pour qu'il y ait un certain nombre de gens qui sont les actionnaires des grands groupes qui puissent faire un maximum de bénéfices et qui s'enrichissent de façon totalement indue. Et bien cette maxime-là, en fait, elle n'est pas tenable dans un environnement et dans une planète qui est finie. Donc ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'il faut arrêter cette logique infernale du capital et de cette logique infernale. Et Marx avait déjà posé un certain nombre de jalons sur le fait que ce système-là est un système qui nous conduit à beaucoup de crises, une crise sur consommation, voilà. Et là, je rajoute une analyse aussi assez forte sur pourquoi ce système-là est incompatible avec la finitude de la planète. Et puis, je croise ça avec d'autres questions comme le féminisme, comme l'antiracisme. Et j'ai essayé de livrer en fait un livre de synthèse sur ces questions-là. Alors pourquoi ce titre? Parce qu'à gauche, le capital, c'est plutôt le camp d'en face. Eh ben, j'ai voulu expliquer que l'accumulation du capital, c'est un clin d'œil, vous l'avez compris. L'accumulation du capital, on a l'impression que c'est les capitalistes qui sont les responsables de ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de capitalistes. Moi, je dis toujours que la plus-value, pour revenir à quelque chose de marxiste, c'est-à-dire que quand vous travaillez, il y a un surtravail en fait qui est approprié par le capital. Et en fait, ce surtravail, c'est bien vous qui le faites. Enfin, c'est bien les salariés de ce pays qui le font, qui le génèrent. C'est pas le capitaliste qui, voilà, parce qu'il est génial, en fait. En plus, la plupart du temps, celui qui est propriétaire des moyens de production, en réalité, il est même pas le PDG. Donc, c'est même pas lui qui pense les investissements. Donc, moi, ce que je voulais rappeler, c'est que tout le capital, à la fois toutes les richesses qui sont accumulées et qui sont accumulées dans peu de mains, en fait, il nous appartient à nous. Et la société finalement éco-socialiste que j'essaye de défendre, c'est une société dans laquelle en fait on se réapproprie nos communs au travers de services publics, etc. Alors, sauf que ça marche pas comme ça en fait dans le monde aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça que dans mon livre, j'essaye à la fois d'écrire pourquoi il faudrait aller vers des révolutions et reprendre le volant en fait aux capitalistes. Pourquoi il faut aller vers une société éco-socialiste, et ça c'est une originalité de mon livre, c'est de décrire la société éco-socialiste telle qu'elle pourrait être, et c'est pas le socialisme soviétique. Voilà, mais la troisième partie, on est bien d'accord. C'est pas le communisme, non, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire, de différent. Et la troisième partie et la quatrième partie, c'est les stratégies, c'est-à-dire comment on y parvient. Et oui, c'est pas un long chemin tranquille, voilà. Mais là où je pense que j'ai quelque chose d'assez original dans ce que j'explique, c'est qu'on a besoin, dans nos stratégies, de construire des collectifs, donc pour moi c'est des partis, des syndicats, qui se battent, qui arrivent à reprendre le volant à ceux qui nous gouvernent. Il n'y a rien de totalement révolutionnaire dans cette stratégie-là, puisqu'en gros c'est la stratégie qui a permis au Parti communiste, typiquement dans les années 20, d'être la force principale. Mais je pense qu'il faut juste changer de logiciel parce qu'il faut intégrer la question écologique et la question féministe. Mais sinon, la stratégie pour atteindre le pouvoir, c'est les luttes à la base, les grèves et puis aussi les élections, gagner à des élections intermédiaires et dans un processus de révolution permanente. Et j'ai essayé de penser dans le dernier chapitre, et je finirai là-dessus, sur le jour d'après. Parce que c'est quelque chose qui me traumatise beaucoup. C'est-à-dire que je dis, bon, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin ou Clémentine Autain gagnent en 2027. Vous avez vu, je ne choisis pas entre les trois. Je pense que... On y viendra. On y reviendra. Il gagne en 2027. Comment on s'assure que ça ne soit pas une réédition de ce qui s'est passé en Grèce, avec Syriza, ou que ce ne soit pas une réédition de ce qui s'est passé avec Mitterrand, Hollande, ou Jospin et Hollande. Ou même en Espagne aussi, à un moment donné. Même avec, voilà. Il faut arriver quand même, quand on arrive au pouvoir, à changer suffisamment la vie des gens et à s'affronter suffisamment au capital, on revient quand même au titre,
pour que, en réalité, on soit dans un processus révolutionnaire. Alors, vous nous parlez d'éco-socialisme. Ce que les gens vivent actuellement, c'est de plus en plus un capitalisme vert. Et finalement, l'écologie devient la raison de leurs maux, avec difficulté à circuler, difficulté à boucler les fins de mois, etc. Comment on arrive à résoudre cette difficulté, cet antagonisme finalement, avec les catégories populaires sur cette question-là? Je pense que comme dans beaucoup de choses, il faut repartir en fait des luttes. C'est-à-dire que sur une lutte, on arrive à mettre les gens ensemble et à essayer de trouver les communs. Bon, je prends un exemple qui est Fuveau. Là, récemment, je suis allé, il y a un propriétaire de golf qui a décidé de construire des villas piscinables, voilà, près d'Aix. Bon. Et alors, ce qui était passionnant, c'est que les jeunes qui se sont mis là, c'est des jeunes d'Extinction Rébellion, plutôt des jeunes classe moyenne, hein, voilà. Et ils ont eu comme alliés, en fait, des très riches. Et c'est la première fois que j'avais face à moi, j'ai discuté avec les intervenants, une lutte vraiment interclassiste. Hein, c'est-à-dire où on avait des gens très différents. Mais parce qu'ils avaient un objectif commun. Et bien, il faut arriver à faire en sorte que la lutte contre la pollution, typiquement, ça soit une lutte que se réapproprient les classes populaires. Et si on part des quartiers nord de Marseille et des boîtes de croisière, on en discutera peut-être, c'est la proposition de loi que j'ai déposée cet été, eh ben, c'est des choses qu'on peut trouver. Par contre, il faut éviter, ça c'est très important, de faire une écologie qui mette en difficulté les classes populaires. Et qui les culpabilise quelque part. Moi, je lutte complètement contre cette logique de culpabilisation. La logique de culpabilisation, c'est un renvoi à une responsabilité individuelle. Alors que la responsabilité, elle est collective et que c'est toujours les plus riches qui polluent le plus. De toute façon, sur les gaz à effet de serre, c'est extrêmement criant. C'est-à-dire, c'est complètement lié à votre revenu. Vous avez beau être, on va dire, manger bio, faire tous les efforts que vous voulez. Si vous êtes riche, vous vous déplacez plus, notamment en voiture. Vous prenez l'avion et vous polluez plus que le salarié ou celui qui est au chômage, etc. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est ça qui est très important, c'est arrêter avec cette culpabilisation. On est quand même sur un fil un peu ténu, hein, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent, qui croient absolument pas à tout ce que vous êtes en train de dire, qui pensent que on nous manque, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, etc. Donc, faut aller les chercher, ces personnes-là. Bien sûr qu'il faut aller les chercher. Il faut essayer de continuer à convaincre. Sur le climat, je pense qu'on vient de vivre un été et encore un automne qui semble indiquer quand même qu'il y a un réchauffement climatique. Je donne, c'est le premier chapitre de mon livre. C'est pour ça qu'il faut les convaincre. C'est le premier chapitre de mon livre. Là, j'ai pris ma casquette d'écologue qui a travaillé pendant 20 ans sur le changement climatique. Je donne tous les éléments de la crise écologique. La biodiversité, les pollutions, etc., les cancers liés aux pollutions. Je reprends tous les chiffres et j'essaie d'étayer ça scientifiquement. Et parce que je pense qu'il faut convaincre les gens que non, la crise est là. Et je pense que les gens, vous me dites, il faut aller les chercher. Les gens, ils ont quand même compris que la surconsommation, quand la planète est finie... Oui, mais je pense qu'à leur niveau, on peut rien faire, c'est ça surtout. C'est surtout ça. Oui. Moi, je crois qu'il y a surtout de la résignation plutôt que réellement... je crois que c'est plutôt de la résignation. Les gens n'ont plus besoin qu'on les convainque qu'il y a une crise écologique. Alors, en revanche, on leur dit qu'il faut passer à l'électrique, passer à la voiture électrique, etc. Et puis, des forces comme la vôtre, et puis les écologistes aussi, disent que pour autant, il faut fermer les centrales nucléaires. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que ça ne décrédibilise pas cette perspective? Alors, je pense qu'un des problèmes que j'ai avec le tout électrique et aussi le nucléaire, c'est que ça élude le vrai débat. Le vrai débat, c'est qu'il faut aller vers de la sobriété énergétique et matérielle. Parce que quand bien même vous dites, voilà, on n'utiliserait plus d'énergie fossile, c'est des batteries, c'est des ressources naturelles qu'il faut aller chercher. Et donc, ce n'est pas tenable non plus. Enfin, le problème n'est pas que climatique, c'est pas que le problème des énergies fossiles. Le problème, c'est que à chaque fois que vous consommez de l'énergie et consommez de la matière, c'est de l'énergie et de la matière qui provient d'une planète finie. Donc, ce n'est pas, voilà, il ne faut pas éluder ce débat sur la sobriété, c'est-à-dire sur le fait de diminuer notre impact global sur l'environnement. Une fois qu'on a dit ça, j'élude pas le débat sur la question énergétique. Le problème, c'est qu'il faut diminuer massivement notre consommation électrique et notre consommation de ressources naturelles. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est les transports en commun et l'isolation des bâtiments. Et ça doit être ça la priorité. Après, pour l'énergie qui nous reste, voilà, on peut ouvrir un grand débat. Moi, personnellement, je pense que le nucléaire est une fuite en avant parce que ça empêche, y compris d'aborder le débat de la sobriété, et puis parce que c'est vraiment dangereux le nucléaire. Mais
ouvrons un grand débat, c'est ce qu'on avait proposé en 2012. Avec les communistes, on avait un programme commun, par exemple. Ouvrons un grand débat, un référendum à la fois, pour savoir ce qu'on fait comme bouquet énergétique. Bon, moi, personnellement, ma position dans ce débat-là, c'est plutôt la sortie du nucléaire. Mais j'entends qu'il faut qu'on ait le débat. Hendrik Davy, vous êtes député LFI, la France Insoumise. On se souvient d'un espoir pour la gauche au lendemain des élections législatives. On allait changer les choses, effectivement, même si on n'est pas majoritaire. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui pensent aujourd'hui que c'est un spectacle de la NUPES qui est assez pitoyable, avec des dirigeants qui se déchirent, avec finalement des réponses qui ne sont pas apportées à leurs problèmes au quotidien? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut partir des enjeux, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, des enjeux de la planète. Et si on traduit ça, c'est la fin du livre sur la dernière partie, les enjeux concrets, c'est qu'on risque globalement d'avoir un effondrement des écosystèmes. Et la réponse à ça, c'est la victoire de l'extrême droite en 2027. Le risque, il est là. Moi, je pars toujours de ça. C'est pas un épouvantail qu'on agite depuis des années trop. Ça l'est plus. Ce n'est plus un épouvantail. Sincèrement, c'est ma conviction profonde, je me trompe peut-être, mais ce n'est plus un épouvantail. Pourquoi ? Parce que le bloc central, et c'est très bien expliqué par Piketty et Cagé, le bloc central est en train d'avoir finalement son espace politique se réduire. Année après année, élection après élection. Et il est de plus en plus bourgeois. C'est ce qu'explique très bien Piketty et Cagé. Et par conséquent, il est quand même probable, quel que soit le brillant candidat qui vont nous sortir, que celui-ci s'effondre et que ça se joue entre nous, la gauche, et l'extrême droite. Et si nous, on n'est pas rassemblés, l'extrême droite gagne. Voilà. Et l'extrême droite, c'est pas un épouvantail. Elle est au pouvoir en Pologne, elle est au pouvoir en Hongrie, elle est au pouvoir en Italie maintenant. Ce n'est pas un épouvantail. Et ces idées continuent de progresser un peu partout, y compris au sein de la Macronie. Donc je pense qu'on a vraiment une responsabilité, il faut partir de ça. Et par rapport à ça, il n'y a pas d'autre solution que le rassemblement de la gauche et des écologistes sur une ligne de radicalité. Moi, c'est ça, mon projet politique. On a réussi à le faire autour de la NUPES. Bon, pour ça que je dis, la NUPES, si, au législatif, on l'a fait, le rassemblement. Oui, pour une élection. Ça n'a pas suffi pour gagner. Alors, bien sûr que ça n'a pas suffi pour gagner, mais enfin, c'est déjà pas mal. On a 150 députés. On les aurait jamais eus si on était parti divisé aux législatives. Et si on arrivait à se rassembler à une présidentielle, on serait au second tour. Bon, ça, c'est sûr. Bon. Donc, il faut maintenir l'hypothèse de ce rassemblement jusqu'en 2027. Voilà. Et ça, c'est... Ne pas aller vers ça, c'est pour moi criminel. Franchement, on a le vrai risque de rassemblement national. Donc, il faut partir là-dessus. Après, on a des désaccords entre nous. Comment on les règle ? Par le débat et puis aussi par la démocratie. Moi, je suis vraiment un défenseur dans tout mon livre. Je défends la démocratie comme solution à tous nos problèmes. C'est pour ça que je vous ai répondu au nucléaire par le référendum. Il faut qu'on arrive à trouver les cadres au sein de la NUPES, y compris au sein de l'intergroupe NUPES, on se l'est dit, pour par moment essayer, quand on a des désaccords, de les trancher démocratiquement entre nous pour continuer à avancer ensemble. Bon. Et démocratiquement ou par consensus. Il faut trouver les cadres. Je ne sais pas quels sont. Mais là, on peut pas continuer comme ça. Enfin, ma collègue Clémentine Autain a piqué un coup de gueule en disant stop. Elle a eu raison. Je pense que c'est totalement délétère. C'est plutôt elle pour 2027. Ça construit la résignation de nos concitoyens. On vous a coupé tout à l'heure. C'est plutôt elle pour 2027 ? Alors non, c'est trop tôt. Je suspends mon jugement parce que je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est passer les européennes. Diviser ? Probablement diviser, malheureusement. Pas probablement, sûrement. Sûrement diviser. Et après les européennes, décider d'une mécanique pour avoir un candidat commun en 2027. Et de réfléchir à ça après les européennes. Moi, c'est mon point de vue à moi. Après, quel sera le candidat ? J'ai envie de dire, moi, je défendrai quelqu'un ou quelqu'une, je sais pas comment dire, enfin, au moment où il faudra le choisir. Mais néanmoins, il faut trouver la mécanique. Et si les Français décident que c'est Fabien Roussel, ça sera Fabien Roussel. S'ils décident que c'est Clémentine Autain, ça sera Clémentine Autain. Si c'est Ruffin, ce sera Ruffin. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, ça sera Jean-Luc Mélenchon. Mais il faut qu'on trouve un candidat commun et un moyen de désigner ce candidat commun. Alors aujourd'hui, on en est très loin. Il y a un niveau de tension très important à gauche. Sophia Chikirou a d'ailleurs injurié Fabien Roussel. Vous avez été un des rares finalement à vous démarquer un peu. Il y a eu sur France 2 ce documentaire, cette enquête qui fait beaucoup de bruit autour de cette figure de la France insoumise. Vous parlez de démocratie, mais semble-t-il, ce qui ressort de cette enquête, c'est que dans votre mouvement, il en manque et on ne peut pas se prononcer sur ce que l'on pense de cette collègue, de cette députée. Alors moi, je me suis toujours prononcé comme je voulais. D'abord, je distingue, là, ma responsabilité, 50 ans de député, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon groupe. Dans le groupe, on fonctionne démocratiquement. Voilà. Je l'ai dit, je le répète. Pour Adrien Quatennens, on a eu des débats, on n'était pas d'accord entre nous, on a eu plusieurs votes. Il a été finalement exclu de notre groupe, je vous le rappelle quand même, pendant 6 mois,
suite à un vote, etc., par rapport à ce dont on l'accusait. Donc il y a des procédures démocratiques dans le groupe de la France Insoumise. Concernant le fonctionnement de la France Insoumise en tant que telle, j'ai écrit des articles, je reviens dessus dans le livre, donc je suis tout à fait transparent. J'ai écrit un article dans Mediapart, je reviens dessus dans le livre. Pour moi, les mouvements gazeux ne peuvent pas fonctionner démocratiquement parce qu'il n'y a pas d'adhérents. Et j'ai un désaccord là-dessus, sur la question du mouvement gazeux. J'ai un vieux désaccord et je pense qu'il faut qu'on progresse et qu'on ait des adhésions à la France Insoumise et qu'on ait un fonctionnement plus démocratique. Quand vous avez écrit ça, Manuel Bompard vous a répondu il faut vérifier si vous êtes bien insoumis finalement. Donc ce côté, je suis encore insoumis. Soit dehors, voilà. Comment on peut le résoudre en fait, cette binarité? Quand vous inviterez Manuel Bompard, vous lui poserez la question. Moi je la pose régulièrement. J'assume ce désaccord et cette question et je continuerai à l'assumer. Si on transpose à ce qu'on vit en ce moment à Marseille, parce que vous êtes député de Marseille avec pas des règlements de compte, mais des assassinats sous forme de narcotrafiquants, la droite tire à boulet rouge sur la politique du printemps marseillais, qui est une certaine représentation finalement de la NUPES. Qu'est-ce qu'on répond à tout ça finalement? Comment est-ce que vous feriez mieux, vous, éventuellement aujourd'hui, si vous étiez aux manettes? Alors, par rapport à la question de la sécurité. Oui, notamment la sécurité, la salubrité, enfin tout ce qui touche les Marseillais. Oui, qui touche aujourd'hui le quotidien des Marseillais. Oui. Je pense que les Marseillais sont aussi touchés par les questions sociales et écologiques, par ailleurs. Au premier plan. Au premier plan. Sur la sécurité, moi je pense que très sincèrement, j'ai rencontré le chef de police ce matin du 4-5, donc j'ai des relations régulières en fait, en tout cas avec la deux police. Personnes sont mortes, on le rappelle, au Chute-la-Vie. Au Chute-la-Vie. Donc je rencontre régulièrement aussi la préfète de police. Moi je pense qu'il faut réfléchir au service public de la police qui a été autant fragilisé que les autres services publics. Bon, ça c'est mon point de vue. C'est-à-dire que vous allez là au commissariat, vous allez à Noailles, au commissariat de Noailles, vous allez aux urgences de l'hôpital, c'est le même problème. Bon. Et le même problème, parce que les services publics ont été affaiblis, et aussi le service public de la police, mais aussi parce que la pauvreté, les difficultés sociales s'accumulent, et donc c'est la même. Il y a une policière qui m'a dit c'est la même misère aux urgences et à Noailles quand vous avez besoin de déposer une plainte. Donc moi je pense qu'il faut à la fois travailler sur le social, donc donner un emploi, et c'était vraiment le sujet la semaine dernière, que chacun puisse vivre dignement de son travail en fait, déjà, parce que ça résoudrait une partie des problèmes. Et ensuite, une fois qu'on a ça, il faut donner les moyens au service public de la police. Et pour ça, il faut éviter que ce service public de la police soit affecté à des choses qu'on pourrait éviter. Bon. Moi je pense, j'ai un désaccord avec une partie de la police. Ils sont dans une stratégie où il faut que les policiers soient sur le terrain. Donc parce que ça rassure la population et puis ça leur permet de faire du flagrant délit. Très sincèrement, la police de proximité, ça avait quand même fait ses preuves à un moment donné. Oui, mais la police de proximité, c'est à la fois avoir des policiers, ce qu'on n'a plus. Parce que dans d'autres quartiers, ce qui se passe, c'est que les policiers sont rassemblés les patrouilles sont des poules et ils sont plus affectés à un quartier. Donc les gens ne connaissent plus les policiers du quartier. Voilà, il y a plus d'îlotage. Et la police municipale, visiblement, n'est pas non plus sectorisée de cette façon-là. Donc on n'en a pas de la police de proximité actuellement. Bon, mais les patrouilles, c'est bien. Mais néanmoins, quand vous avez des milliers de plaintes qui sont en souffrance parce que vous avez déposé plainte, mais qu'il n'y a pas les officiers de police judiciaire pour traiter les plaintes, on peut pas. C'est ça le problème. Bon, donc moi je suis pour qu'on réaffecte plus de policiers aux enquêtes. Vraiment, pour qu'ils fassent leur travail de démanteler les réseaux, etc. Et puis peut-être que si on régularisait les travailleurs sans papier, il y aurait moins besoin de policiers pour traquer les travailleurs sans papier. Si on légalisait le cannabis et qu'on investissait massivement aussi pour faire de la prévention plutôt que de la répression sur le cannabis, les policiers passeraient moins de temps à faire des contraventions sur l'usage du cannabis. Certaines associations qui luttent justement contre les trafics sont pas du tout favorables non plus il faut le signaler quand même. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est un débat, oui. On pourrait faire une émission entière. Quels sont vos rapports avec la municipalité du printemps marseillais? Comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, alors on travaille très bien ensemble. Vous savez, moi, on est plutôt LFI, la municipalité est quand même plutôt... Benoît Payan est au Parti Socialiste, bon, mais néanmoins, on travaille très bien ensemble. D'abord avec la mairie de secteur et le formidable travail que fait Didier Jo. Enfin, là, on a une chance, c'est que c'est un maire de secteur exceptionnel, qui a un relationnel exceptionnel, et je pense que les citoyens du 4-5 sont contents. Alors même s'il y a on peut avoir d'ailleurs des points de désaccord sur... Il est en bilan de mi-mandat en ce moment, donc sur la ZFE, il les entend, les citoyens, en ce moment. Sur la ZFE et sur les histoires là, j'ai un point de désaccord avec lui, mais néanmoins, je travaille très bien avec lui. C'est-à-dire qu'on collabore, on se voit régulièrement, etc. Et sur la mairie centrale, on travaille avec les maires adjoints.
Donc là sur l'affaire de Montevideo, en fait, j'ai travaillé avec celle qui était en charge de la culture. J'ai discuté avec Coppola. Je travaillais avec Madame Audrey Garino sur les questions sociales, Madame Aurélie Biancarri-Lopez sur les questions d'université. Ça se passe très bien. Allez, dernière question. Vous êtes un scientifique et c'est la fête de la science ce week-end. Il y a néanmoins un lien qui se désagrège entre la science, la rationalité et la population. Ça s'est vu notamment lors des campagnes de vaccination. Comment reconstruire ce lien ? C'est un vaste sujet. Vous me prenez au dépourvu. C'est un très vaste sujet qui me passionne. Et moi, j'ai pris conscience de ça avec le climato-scepticisme, avec le Covid aussi, c'est revenu, puisque ma compagne est médecin. Et sincèrement, je travaille là-dessus. Voilà. Donc, la science participative, travailler à la rencontre entre scientifiques et citoyens, mais surtout, c'est pareil, refonder le service public, et c'est vraiment mon chantier, puisque vous savez, je travaille beaucoup là-dessus, refonder le service public de la recherche et de l'enseignement supérieur, pour que les chercheurs, au lieu de chercher de l'argent, puissent travailler avec les citoyens et discuter. Restaurer quelque part aussi la confiance peut-être. Merci Hendrik Davy d'avoir été notre invité dans cette nouvelle émission de Rue de la République. Puis excellent dimanche à tout le monde. Merci à Léo Purguet également.